Bon, ça y est, on est live. Kwekskina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dudomaine, ainsi que nos invités Julie D. Curtness et Rodney Saint-Éloi. En fond, nous allons parler surtout du Salon du Livre qui s'en vient cette fin de semaine, puis nous avons deux invités qui vont pouvoir discuter à propos du Salon du Livre. Fait que, je laisserai la parole à mon collègue André. Alors, bonjour Rodney, bonjour Julie, Bonjour. et puis bonjour Alexandre aussi. Et c'est un spécial Salon du Livre, mais il n'y a pas que le Salon du Livre, les Salons du Livre sont faits pour les auteurs d'abord et les éditeurs qui les publient. Donc, c'est aussi une occasion de rencontrer, de causer avec des amis. Rodney est un ami de longue date et de se faire de nouveaux amis. Je pense, Julie, on ne s'est jamais rencontrés, donc très heureux, enchanté. Enchanté. Alors, voilà. Et alors ici, comme c'est un peu familial, on commence toujours par prendre des nouvelles, des choses récentes, hein, comme quand on se rencontre en famille. Et donc, je te demanderais comment c'était à Francfort. J'ai vu que tu étais une des grandes vedettes du Canada en Allemagne. Ben, en fait, je suis allée en 2019, mais cette année, c'est mon avatar qui est allé. Personnellement, moi, je ne suis pas allée. D'accord. Donc, j'étais dans le kiosque du Canada, mais sous forme numérique seulement. Donc, il paraît que tout a très bien été. Alors voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. À part que peut-être 2 semaines avant l'événement, j'ai su que la traduction de mon premier roman de vengeance était disponible en allemand. Fait que ça j'étais bien contente. Mais personnellement, j'étais pas en Allemagne, sauf par voie numérique. Voilà. Mais il y a eu d'autres romans avant, non? Aquarium, c'est avant Vengeance, non? Aquarium est venu après, mais il n'est pas traduit encore en allemand. C'est pour ça. D'accord, le premier traduit en allemand. C'est Voilà. ça, De Vengeance a été traduit en allemand, puis Aquarium, je ne sais pas. Je sais qu'il est en train d'être traduit en anglais. Fait que on va voir la suite des choses pour ça. Mais moi, je suis toujours, évidemment, dans toute la chaîne de traduction de nouveaux éditeurs, etc. Évidemment, l'auteur, on est au bout, là, fait qu'on reçoit les choses en dernier. Donc, je vais être la dernière informée quand je vais savoir, quand ça va être disponible en anglais ou en allemand. Alors, à suivre. Et alors, on y reviendra, mais bravo, déjà, c'est formidable de connaître un tel rayonnement avec des traductions dans différentes langues. C'est un signe certainement de réussite pour un auteur ou une autrice de rejoindre, d'avoir cette capacité de rejoindre des lecteurs dans différentes zones linguistiques. Et puis, Rodney, lui aussi, on va lui demander des nouvelles récentes. Il y a un livre qui vient de paraître, les racistes, qui vient de paraître, paru il y a quelque temps, Les racistes n'ont jamais vu la mer. Alors, tu pourrais peut-être nous en parler un peu, parce que tu n'es pas que l'éditeur de Mémoire d'Ocry, tu es aussi un auteur important. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises un mot de ton dernier opus. Merci bien André, merci bien Alexandre, merci Julie. Ça fait toujours plaisir de voir André. Et André est toujours de bonne humeur. C'est vraiment le. Quand André te dit quoi, donc, comme je suis très loin de lui, j'ai toujours vu sa bonne humeur. Je ne sais pas, les gens qui sont proches de lui, si on voit et la bonne humeur et la mauvaise humeur. Il est toujours plein de vie. Et je suis très, très content, André. Comme tu disais tantôt qu'on commence par, c'est très familial. Et je pense que c'est intéressant quand on dit le mot famille, c'est-à-dire que je pense que c'est très humain, en fait, le travail que André fait, le travail que tu fais, André. Donc, on en profite pour le dire, pour te saluer, pour saluer le travail que tu incarnes en fait, comme résurgence autochtone, comme image vraiment d'altérité et d'humanité ici, qui me fait vraiment du bien. Et on a publié un livre qui s'appelle Les racistes n'ont jamais vu la mer. Je dis on parce que c'est deux auteurs. J'ai écrit ce livre avec une amie palestinienne qui s'appelle Yara El Gadban, qui est éditrice aussi à Mémoire d'Ocry. Parce que quand on est des gens racisés, je sais pas,
Je pense que pour les Autochtones, ça fonctionne comme ça aussi. Nos obsessions, c'est la lutte contre le racisme. Donc, on en parle entre nous tous les jours. Et puis, l'erreur, je pense qu'on fait, c'est de parler simplement entre nous. Et c'est-à-dire que j'en parle avec mes amis autochtones, je parle à mes amis haïtiens, à mes amis sénégalais, à mes amis palestiniens. Et finalement, je me rends compte que j'ai un autre discours avec mes amis québécois, mes amis blancs, etc. Et puis je me dis, dans ce livre-là, Yara El Gadban et moi, nous nous disons, est-ce qu'on peut faire un livre sur le racisme qui intègre les blancs pour ne pas parler entre nous, pour inviter les blancs à entrer dans la conversation. Parce que tout autant que le racisme reste un discours interne entre nous, un huis clos entre nous, donc ça ne va pas déboucher sur autre chose que le racisme. Donc, et c'est pourquoi donc, je pense que c'est un livre qui est écrit dans une posture différente, dans une, je dirais, une nouvelle posture. J'aimerais dire un petit mot sur Francfort et sur Julie. J'ai rencontré Julie à Francfort. Elle était bien plus jeune. Et puis, je l'ai vue représenter le Canada. C'était elle, pour moi, dans ma tête, j'ai dit, mais elle était comme une petite étoile, filante, etc. Je connaissais bien son éditrice Geneviève. Et puis, je l'ai vue, mais elle est forte. J'ai dit, mais où est-ce qu'elle vient? Sur quelle planète on a trouvé cette petite fille formidable qui est rentrée, qui présentait, etc. C'était ton premier livre, Julie. Donc, elle était à Francfort. Et je suis bien content parce que moi aussi, mes livres sont traduits à Francfort. Et j'ai vu que le livre de Julie est traduit aussi à Francfort. Et puis, Julie, je l'ai rencontrée parce que j'étais sur un jury. Et puis, c'est là que j'ai fait la connexion. Parce que j'avais pas fait la connexion j'étais sur un jury et puis où il y avait sur un jury, et c'est Julie qui avait remporté le prix. Un jury des romans des Premières Nations. J'étais sur le jury avec Virginia. Et donc, le livre de Julie nous a posé beaucoup de problèmes parce que c'était en face du livre de Naomi Fontaine. Je pense que c'était Chouni, ou bien en face de Chouni. Donc, et c'est Julie qui a remporté le prix. Et puis, elle s'est retrouvée à Francfort. Et puis, on se voit de temps en temps au Salon des Premières Nations. C'est là qu'on se rencontre de temps en temps, quand on se voit. Et puis, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Tout le plaisir est partagé. Ouais. Oui, puis pour rester dans la famille, Julie, on a quelque chose en commun. Moi, ma mère vient de Mashteuiatz. Wow, le monde est petit, OK. Voilà. Et mon père est québécois, donc on vient d'un couple issu de couple mixte. Tout à fait. Pied-Quag-Milnou et québécois. Et je me souviens, Cortness, pour moi, c'est un souvenir d'enfance parce que Édouard Cortness. Ah oui, mon oncle Béné, oui. Voilà, écrivait tous les Noëls une carte de Noël à ma mère. On vivait en Abitibi, donc très loin du lac. Et quand j'étais enfant, les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, c'était compliqué. Voyager, donc le lac Saint-Jean était lointain. Et la trace que j'envoyais écrite, c'était la belle écriture d'Édouard Cortness. Très belle écriture. Et c'est ça, je me suis demandé, j'ai dit, bon sang, depuis... parlant de la mer, d'ailleurs, tu soulignes à juste titre que le lac Saint-Jean était presque une mer intérieure. Hein, je pense que c'est la première ou une des premières nouvelles publiées à Möbius où on lit... Mashteuiatz PQ. Oui, mon Dieu, c'est en 2004, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte déjà, et je ne pense pas que je suis le seul, c'est des choses qui ont été remarquées par la suite, mais comment déjà l'écriture est très fine et très assumée. Et c'est vraiment impressionnant. On voit déjà une autrice qui a le stylo, parce que ça va être l'autre nouvelle qui va venir, qui a le stylo bien en main et qui sait quoi faire avec. Si elle plante l'oiseau,
l'oiseau va être embroché, certainement. Alors donc, j'aimerais que tu nous parles comment tu en es venu à l'écriture et comment tu es arrivé si vite à cette maturité d'écrivaine. C'est une bonne question. Premièrement, je suis surprise qu'on me parle de ces nouvelles-là, parce que dans ma tête, à moi, sont un peu sombrées dans l'oubli. J'ai encore quelque part dans ma bibliothèque les numéros de Mobius dans lesquels ils ont été publiés, mais je pense que c'est de la faute à Alexandre Nequado, hein? C'est lui qui me les a envoyés, qui a fait le lien, puis il va même aller jusqu'à mettre les liens dans le chat pour que d'autres gens encore aillent les découvrir. Ben, c'est ce qu'on appelle des œuvres de jeunesse. Mais oui, écoute, 2004-2005, ben, en fait, à l'époque, j'étais étudiante en littérature française à McGill. Donc, la première nouvelle Mastéache-PQ, c'est... en fait, c'était presque un travail scolaire que j'avais à faire. Puis moi j'ai toujours aimé écrire, mais dans ma tête, je n'étais pas encore rendue au niveau professionnel. Puis c'est un ami à moi, Francis, pour ne pas le nommer, qui m'a dit envoie cette nouvelle-là, elle a une qualité certaine, puis je ne serais pas surpris qu'il la publie. Fait que, moi, j'ai fait OK, tu sais, mais je m'attendais à rien, surtout que je l'ai envoyé. Je ne l'ai pas envoyé dans le cadre d'un numéro thématique, tu sais, je l'ai juste envoyé à la revue comme ça. Puis finalement, eux, ils ont aimé la nouvelle au point où ils l'ont publiée, tu sais, ce qu'ils appellent la cuvée, c'est-à-dire que c'est toutes les nouvelles qu'ils reçoivent durant l'année, puis ils font pas partie des numéros thématiques, mais qui jugent qu'il y a une assez bonne qualité qui vaut la publication. Donc, j'étais dans une espèce de palmarès des nouvelles qu'ils avaient reçues durant l'année 2004. Donc, ça a été mes débuts. J'en reviens toujours pas que vous ayez retracé cette nouvelle-là, qui était très, très personnelle, en fait. C'est une nouvelle qui parle de la communauté de Mastéache. C'est drôle parce que comment dire, depuis, je me suis un peu éloignée des écrits plus identitaires. Même la nouvelle Le Stylo qui a suivi l'année suivante, ça, c'était quelque chose de plus éloigné déjà, où je parle de la relation avec un frère plus vieux, mais ça reste assez éloigné quand même de moi, même si j'ai un frère plus vieux, mais on n'a jamais fait ça. Là. Donc, on n'a jamais embroché un oiseau avec un stylo. Donc, j'en suis venue à l'écriture par intérêt, mais aussi parce que les gens autour de moi m'ont beaucoup encouragée. Puis depuis, ben, c'est devenu comme j'allais dire une obsession, mais j'aime beaucoup écrire, puis je sens le besoin d'écrire sporadiquement. Tu sais, c'est moins constant que chez la plupart des auteurs, mais on dirait que ça vient par cycle, là, puis une fois de temps en temps, je prends des pauses de la vie professionnelle pour écrire. Alors voilà, j'espère que ça répond à votre question. Mais oui, tout à fait, mais pas complètement, mais c'est bon. C'est bon qu'un écrivain soit entouré d'un peu de mystère. Et une chose qui me frappe aussi, c'est quand on dit on s'éloigne de l'écrit identitaire. Quand je regarde un roman comme De Vengeance, ça me fait tout de suite penser à un autre roman de Sherman Alexie. Je ne suis pas sûr du titre, là, je crois que c'est Indian Killer, où là aussi, il y a un tueur en série autochtone qui est le héros le héros équivoque, évidemment, du récit. Et ça m'a rappelé aussi une autre lecture plus ancienne, celle de Frantz Fanon, où il disait justement que de coloniser rêve, dans ses rêves de puissance, rêve d'être un tueur, en fait, de tuer le colonisateur et d'affirmer sa puissance alors qu'il est marginalisé, écrasé et soumis. Est-ce que c'est là quelque chose que Rodney peut voir aussi en tant qu'éditeur et d'auteurs autochtones et d'auteurs afro-caribéens ou afro-québécois? Excuse-moi, j'aime beaucoup ce point de vue, André,
Parce que quand on est auteur, et c'est comme si on attend de Julie à ce qu'elle soit toujours dans l'ethnographie, à ce qu'elle soit une autrice avec une injonction et qu'elle parle de... D'abord, on s'attend à ce qu'une autrice autochtone, comme elle, parle des femmes disparues autochtones, qu'elle soit dans une lignée de douleur, qu'elle soit dans une mémoire, en fait, très, très douloureuse, qu'elle est toujours en train de pleurer dans ses œuvres, qu'elle parle de l'histoire coloniale. En fait, je pense qu'elle peut et doit parler de tout ça, mais il n'y a pas que ça. Elle peut écrire aussi une histoire d'amour, comme tous les autres. Elle peut écrire une histoire beaucoup plus intime, simplement faire à manger, s'asseoir, vivre, respirer. Elle peut faire une promenade, elle peut regarder la mer, elle peut voyager, elle peut aussi décider de parler de Francfort, de ne pas parler d'une réserve. Elle peut être à Francfort, elle peut... Et il y a pour le public souvent un côté regardeur. C'est comme si les gens pensent, comme je suis haïtien, quand je dis je vais manger, ils pensent que je vais manger haïtien, du riz avec djon en griot. Et c'est comme si quand tu vas manger, et puis ça doit être que banik, ça doit être que tel type de plat, ça doit être, etc. Alors ce que je pense, que nous sommes des communautés, mais le monde nous appartient. Et je pense en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, ce qu'on fait, c'est de repousser les limites. Et repousser les limites, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire repousser les horizons. On ne peut pas nous donner des injonctions. On ne peut pas nous dire de quoi nous devons parler. On ne peut pas nous dire que écrire veut dire telle chose. C'est à nous de définir et de redéfinir, je pense, l'écriture. Bien entendu, c'est normal, comme dans notre monde, l'histoire a été tronquée. On n'a pas parlé de l'histoire des Noirs, on ne les trouve pas dans les musées. On n'a pas parlé de l'histoire des Autochtones, on les trouve rarement dans les musées. Nos grands-mères ne sont pas dans les musées. Les voix de nos grands-mères sont des voix interdites. Nous devons représenter la dignité de cette mémoire-là, mais nous n'avons pas à accepter cette douleur, nous n'avons pas à accepter d'être simplement, en fait, une caisse de résonance de cette histoire-là. C'est trop pour un individu. Et nous devons vivre notre vie, nous devons écrire aussi souvent dans la jouissance. Et pour écrire dans la jouissance, on peut dire que on peut pas enfermer Julie comme une jeune fille pleine de vie, de désir, dans une mémoire pour toujours raconter la douleur. C'est-à-dire, elle peut si elle le décide. Et je pense que c'est souvent, et la littérature, ça peut pas être une commande, ni sociale, ni historique. Je pense que l'écrivain doit être souverain, l'écrivaine doit être souveraine, elle fait ce qui lui tente. C'est pas parce qu'elle est indienne, c'est pas parce qu'elle est autochtone qu'elle ne peut pas écrire comme écrit une Allemande, comme écrit une Québécoise, comme écrit une anglophone. Je ne sais pas si ça répond à la question, André. Non, mais c'est intéressant. Mais moi, je tiens à rebondir là-dessus, à dire que je suis 100% d'accord avec tout ce que René vient de dire. Mais en même temps, je rajouterais que, par exemple, une fois que c'est publié, tout ça, moi, j'ai plus le contrôle sur la manière que les gens reçoivent les écrits. Donc, si les gens veulent appliquer la loupe ou le prisme de l'auteur autochtone et veulent décoder les textes avec cette loupe-là, puis y voir des choses qui les rassurent ou qui les confortent ou qui leur fait du bien ou qui confirment certaines choses, ben pourquoi pas? C'est juste que moi, ça m'appartient plus. Même si l'intention était là ou pas, ça n'a aucune importance une fois que l'œuvre est dans l'univers. Voilà. Oui, je pense que Julie, tu as parfaitement raison. Et que moi, ce que je pense, moi, je parle beaucoup d'Haïti. Je parle beaucoup de ma grand-mère. Je parle beaucoup de l'esclavage. Je parle beaucoup de la négritude, de la souffrance des Noirs. Et parce que c'est ce que je connais le mieux. C'est pas parce que j'ai envie d'en parler. C'est parce que c'est ce que, pour parler, on ne parle que de ce qu'on connaît. Et ça fait partie aussi de mes obsessions. Mais ceci n'empêche pas
que des fois, j'ai par exemple le désir de parler, de travailler beaucoup sur le Québec, de travailler sur, en fait, et l'érable, de travailler sur la forêt, de rencontrer parce que ma langue, mon imaginaire est créole. Ma langue première, elle est créole. Même quand j'écris en français, même quand je parle en français, tout ce qui me vient, tout ce qui m'a formé, c'est à partir du créole. Donc, même quand j'aurais aimé être un parfait français, je ne le pourrais pas. Même quand j'aurais aimé être un parfait québécois, ça n'existe pas. Je pense que le Québec devient plus grand quand j'ajoute l'histoire de ma grand-mère. Mais l'histoire de Tida, ça vient en créole. Donc, il y aura toujours, André, ce côté, les histoires sont toujours métissées. C'est toujours des histoires métissées. C'est vraiment, en fait, comme Julie dit, une fois que l'œuvre est sortie, une fois que j'écris un livre, le livre est sorti, les Allemands vont le lire comme ils le veulent, les Français vont le lire, les Espagnols comme ils le veulent. Là, je n'ai aucun contrôle, que je publie ou que j'édite, je pense que le public fait son choix, mais ce que je veux simplement dire, c'est que l'autrice ou l'auteur qui écrit, il n'a pas de limite. Il peut aller où il veut, où elle veut. On ne peut pas lui dire voilà de quoi, voilà c'est quoi l'écriture. Non, effectivement, on s'en donne éditeur passionné et on voit comment aussi tu réussis à avoir autant d'auteurs formidables chez vous quand tu leur dis n'acceptez aucune injonction, allez-y, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, en fait, plus ce que vous avez besoin d'écrire et ne vous laissez pas restreindre dans un champ d'écriture. Mais à cette discussion, j'aurais deux choses à rajouter. La première, c'est que quand Julie dit « ça ne nous appartient plus », puis chez toi aussi, Rodney, je sens parfois que c'est un peu comme si le lecteur enlevait un peu d'authenticité en rajoutant ses propres préoccupations. Et là, je vais me permettre d'être un peu structuralo-sociologue. Okay. Une fois que le livre est lancé, c'est un objet qui existe, un objet bien... il y a une matérialité du langage. Et là, effectivement, ça devient une œuvre publique. Et cette œuvre publique-là, le lecteur en est aussi un créateur. Hein, ça fait... J'invente rien, là, ça fait longtemps que ça a été analysé. Et en le lisant, on va certainement projeter, mais c'est aussi projeter, interpréter, resituer, recadrer, donner un rythme. Et tout ça est aussi, en quelque sorte, un acte de procréation, j'oserais dire, hein, puisque dans cette appropriation de l'œuvre, on la lit à notre façon et c'est inévitable que ça l'arrive. Donc, ça fait aussi partie de la réalité de l'œuvre. Et quand on signe Curtness ou quand on signe Saint-Éloi, forcément, on est quand même situé quelque part. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième, ce serait la joie, ça appartient aussi à nos traditions. Et là, c'est le regard de l'autre qui nous enferme dans la misère, juste dans les misères ou dans les malheurs ou dans les drames, qui sont bien réels, bien sûr. Mais si je regarde, par exemple, quelqu'un comme Thompson Highway est un très bon exemple, quelqu'un qui a effectivement vécu toutes les discriminations, toutes les misères, et pourtant, on lit ses œuvres, ça regorge de joie, de bonheur, et dans nos traditions aussi. Et je le sais aussi comme organisateur d'événements, puisque on organise des choses où on met en valeur des traditions qui sont, comment dire, très allègres, où les gens ont du bonheur à embrasser des grands espaces, à être des nomades, à être... ça, c'est aussi la tradition, le makoucham, la gourmandise.
que ce soit pour aller manger des sushis ou pour manger de l'orignal. J'en sais quelque chose, on partage nos repas ici et avec Alexandre et effectivement, il y a la cuisine est fort métissée, mais tout ça, la joie aussi fait partie de nos traditions. C'est pas quelque chose qui est juste, qui sort de l'individu autant, c'est aussi quelque chose qui vient d'une lignée. Et bien, Julie, c'est quoi la prochaine parution là, qu'on aura de toi? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Je sais que j'ai des nouvelles. J'ai une nouvelle qui est attendue pour l'an prochain, mais sinon, là, en ce moment, je travaille sur un roman. Mais c'est laborieux, donc je ne sais pas à quel point ça vaut la peine d'en parler à ce stade-ci. Disons que si je reste vague, là, ça touche beaucoup l'intelligence artificielle, puis la robotique, puis en fait, comment dire, qu'est-ce qu'on cherche à créer justement avec toute cette espèce comment je pourrais dire, de fable de Pinocchio moderne, là, où on essaie de recréer la substantifique moelle de l'âme humaine à travers les machines. Tu sais, j'essaie d'explorer ça, puis en même temps de savoir qu'est-ce qu'on cherche à combler, tu sais, mais en même temps, la cruauté humaine à vouloir transférer sa condition humaine tragique à des choses inanimées versus vouloir enlever l'âme à des choses déjà conscientes, par exemple des animaux. En tout cas, c'est pas super clair comment je l'explique, mais c'est les réflexions qui passent dans ma tête. Là. Il va y avoir un peu d'intelligence artificielle, un peu de robotique, un peu de pédophilie dans mon prochain roman. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Voilà. J'aime beaucoup, Julie. J'aime beaucoup. Je l'achète déjà. J'achète 2 copies. Donc, vous venez de vendre 2 copies. André, tu vois ce qu'on disait tantôt. Et c'est ça que j'aime, en fait, chez Julie, chez sa génération aussi, qui est important. Regarde, elle nous parle d'intelligence artificielle, de robotique, et puis en même temps, elle retourne dans Rabelais, substantifique moelle, pendant qu'on parle d'orignal, et puis on est dans Pinocchio. Donc, c'est l'usage du patrimoine mondial. Donc, c'est le patrimoine de l'humanité. Quand on nous enferme dans ce que simplement qu'on a vécu, il y a d'autres choses que nous, on n'est pas simplement consommateurs du monde, on doit changer le monde. C'est-à-dire que ce que les gens s'attendent, c'est qu'on doit toujours être dans une position victimaire. On doit toujours peut-être demander réparation. Parce que la difficulté, c'est que on est victime, c'est dans un temps, dans une phase, on peut être à la fois victime, mais on ne peut pas assumer notre destin en tant que victime. Parce qu'on doit entrer dans la robotique, parce que le nouveau monde, le monde qui s'en vient, va se construire à partir de l'intelligence artificielle. Et j'aime beaucoup quand Julie rentre dans la robotique, ça veut dire qu'il y a quelque chose, Alexandre rentre dans la robotique, donc nous devons donner notre voix sur la robotique. Nous ne devons pas être absents dans la conversation sur le monde à venir. Nous devons créer l'imaginaire du monde à venir et c'est ça qui m'intéresse. Pendant que nous sommes dans nos traditions, nous sommes en train de manger de l'orignal, nous prenons notre bannique, nous prenons notre thé, nous sommes face à notre lac, nous sommes à l'intérieur de nos terres et nous pensons le monde en robotique. Et c'est ça, je pense, qu'on peut devenir plus grand en gardant les traditions, en gardant la spiritualité et l'animisme qui caractérise nos cultures et en nous appliquant à comprendre où va le monde. Et c'est ça, cette question-là qui m'interpelle et on trouve ça beaucoup dans l'œuvre des autochtones parce que les gens s'attendent à ce que ça soit purement animiste. On est tous dans la forêt quand on parle et puis c'est comme si l'ordinateur n'existe pas pour nous. C'est comme s'il y a une modernité qui ne nous ressemble pas. Et je crois
que quand moi, à mémoire d'un client, en tant qu'éditeur, je fais un livre, que ce soit d'un auteur haïtien, que ce soit d'un auteur chinois, d'un auteur autochtone, d'un auteur, etc., j'ai dit, si je publie ce livre, c'est un livre formidable. C'est un livre qui mérite le prix Nobel. C'est un grand livre qui mérite tous les prix et l'auteur mérite le prix Nobel. C'est pas parce qu'on ne nous donne pas le prix du gouverneur général qu'on ne le mérite pas. On ne nous donne pas les prix parce que ce sont des prix qu'on donne. Donc, on donne à qui on veut et on n'a pas l'habitude de nous donner des prix. Si vous regardez les prix, vous allez voir, ce sont souvent les mêmes noms. En fait, c'est entre voisins, ça se passe. Si on demandait à André de nous donner des prix, c'est normal, André va donner un prix à Coutness parce qu'André savait que son grand-père écrivait déjà. Est-ce que vous voyez? Donc, André peut nous faire confiance, mais les gens ne connaissent pas Saint-Éloi. Les gens qui prennent les décisions, ils peuvent dire le livre est beau, mais dans ces grands centres-là, c'est-à-dire que si on voit nos noms, c'est maintenant ça commence à rentrer. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a comme un salon du livre, comme le travail que l'on fait, c'est un travail important parce que c'est nous qui allons amener la révolution dans ces sociétés-là. Parce que ces sociétés travaillaient à partir de l'exclusion pour dire telle culture était exclue, tel genre d'intelligence était exclu. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on témoigne en disant aux gens, mais non, nous sommes devant l'imaginaire, nous sommes égaux, nous sommes égales, ES, nous sommes ensemble. Donc, il n'y a pas d'intelligence qui soit supérieure à une autre intelligence. Et je pense que des jeunes générations autochtones comme Julie, des jeunes générations racisées qui prennent la plume, qui écrivent, qui font du cinéma, et je pense que l'avenir leur appartient, André. Je me souviens, en t'entendant parler, Rodney, en 2001, Rigoberta Menchú était venu ouvrir officiellement le festival Présence autochtone. Et en ouverture, et on n'était pas prévenu de ça, hein, en ouverture d'un coup comme ça, dans son discours, elle dit, je vais aujourd'hui vous annoncer que je laisse un prix Rigoberta Menchú qui sera accordé chaque année à un film autochtone dans le cadre de ce festival. Et d'ailleurs, effectivement, on le remet chaque année depuis. Et elle a rajouté, il est important que nous reconnaissions nous-mêmes l'excellence parmi les nôtres, parce qu'on ne pourra jamais demander au courant dominant de nous reconnaître si nous, on n'est pas capable de reconnaître notre propre talent, nos propres excellences, nos propres réussites, nos propres accomplissements. Et de fait, ça rejoint tout à fait ton discours. Et je vois encore aujourd'hui plein d'œuvres qui nous sont soumises à présence autochtone, qu'on se dit, bon sang, peut-être que les réalisateurs auraient voulu être dans un festival qui a plus grande résonance justement dans les revues de la cinématographie telle qu'elle est pensée officiellement par les courants dominants, mais ils trouvent plus important souvent d'être chez nous. Alors là, il y a comme un renversement, c'est-à-dire que les événements comme le Salon du Livre des Premières Nations souvent gagnent par le fait même qu'il est dans un endroit comme Wendake, par le fait même qu'il est un lieu de reconnaissance par les concitoyens, si j'ose dire, prend souvent pour un auteur. Ce n'est pas pour tous les auteurs, on ne va pas enfermer personne dans un couloir, mais pour bien des auteurs, ça devient effectivement un endroit privilégié où lancer, faire paraître, faire parler, être présent, et c'est très intéressant. D'ailleurs, on y reviendra, tu as un peu devancé des choses, Rodney, parce que j'aimerais revenir à ce que tu disais dès le départ à propos justement de la modernité scientifique, en fait, des technologies qui transforment le monde. Et de fait, avec la COP26, on l'a vu,
Les Autochtones étaient très présents, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'on est dans le même bateau. Et c'est souvent justement les technologies qui se donnent comme novatrices qui s'avèrent destructrices. Et c'est bien ça qu'on a vécu. Et là, ça me permet de revenir à Julie, qui, dans son roman Aquarium, a été, d'une certaine façon, déjà au niveau même de la thématique. D'abord, il y a question d'un microbe, il y a question d'un virus qui atteint toute l'humanité. Donc, c'était déjà, à partir d'une approche, d'une thématique scientifique, c'était déjà un prémonitoire de ce qui allait arriver. Alors, j'aimerais peut-être, Julie, que tu nous parles un peu de comment, à la fois que ce soit la microbiologie ou l'intelligence artificielle, comment tu en es venu à aborder ces thématiques effectivement parfaitement universelles, mais comment toi, Julie Curtness, t'en es venue là? Ben, en fait, les microbes, ce sont mes premières amours, je dirais, parce que avant d'étudier en littérature française, moi, j'ai fait 1 an en microbiologie et immunologie à l'Université McGill. Donc, j'ai toujours eu une passion un peu morbide pour les maladies, le macabre, les microbes, ces choses-là, les pathogènes en général. Puis, même si j'ai bifurqué vers les études littéraires après, cette obsession-là est restée. Donc, je me tiens quand même au courant là, de ce qui se passe en immunologie. Puis, quand on lit un peu sur le sujet, c'est pas, c'est pas si visionnaire que ça d'avoir écrit qu'une pandémie allait arriver, là, parce que c'est cyclique. L'humanité en a connu plusieurs. Puis en plus, avec les bouleversements climatiques, puis avec les impacts de la présence humaine sur les écosystèmes, l'espèce de pression qu'on fait. C'est comme si, vu qu'on empiète sur la nature, ben on fait lever les virus, on les dérange, si on veut, on dérange les espèces porteuses de virus. Donc, de plus en plus, il va y avoir de ces cycles de pandémie-là. Je veux pas décourager personne, mais là, on est dans la COVID-19, mais il va en avoir d'autres, là, malheureusement, à moins qu'on change radicalement nos modes de vie, puis on l'a vu récemment, c'est pas facile à faire. Donc, voilà. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, la pandémie, moi, dans mon roman Aquarium, c'est plus une trame de fond. C'est vraiment pas ça, le cœur de l'histoire. Donc, je veux pas que ça rebute les gens, qui se disent « Ah non, je veux pas encore entendre parler de pandémie, jusque dans mon imaginaire, jusque dans ma lecture. » Alors, c'est vraiment secondaire. J'avais besoin d'une excuse pour isoler mes personnages, faire une sorte de huis clos dans l'Arctique. Et puis, j'avais besoin d'une espèce de scénario catastrophe plausible. Et vu que je m'intéresse aux microbes, puis vu que le roman parle beaucoup de biologie, puis d'écosystèmes, puis de l'impact du plus petit sur le plus grand, ben je me suis dit, tiens, ça va bien avec l'espèce d'harmonie que j'essaie de créer dans ce livre-là. C'est cohérent de parler de pandémie avec les autres thématiques du livre. Donc, voilà. Mais c'est pas le SRAS-CoV-19 qu'il y a dans le livre, c'est une épidémie de rage. Donc, voilà. C'est à ça que je suis venue. C'est comme ça que j'en suis venue à parler de pandémie là-dedans. Ouais. J'ai l'impression que tu parles surtout de futur, en fait. Comme tantôt, j'ai lu ta nouvelle Les saucisses dans Wapke. Mm-hmm. Ça fait penser beaucoup à la matrice, mais aussi, on dirait que je vois un parallèle avec la loi sur les Indiens, puis comment, dans le fond, les gens vivent dans un monde meilleur, alors que les gens qui travaillent, mais ils sont comme dans un environnement toxique, où là, c'est pas très le fun d'être là. Oui, ben c'est la commande pour Wapke, c'était aller dans l'anticipation, même que moi, Michel Jean m'a dit « va dans la dystopie ». Fait que j'ai dit « ah ouais, ok, je vais t'en écrire une dystopie », donc c'est clair que je voulais faire je voulais exprimer un peu les dangers. Oui, un peu, ça rappelle la matrice, oui, mais les gens, dans la matrice, les gens le sont de manière inconsciente et non volontaire, alors que dans les saucisses, les gens se branchent de manière volontaire. Ils choisissent le monde virtuel
sur le monde réel parce que le monde réel se désintègre puis devient tellement désagréable et il voit plus là de raison d'y vivre, donc il se projette dans le virtuel. Mais en même temps, c'est une sorte de cercle vicieux parce que plus les gens, comment dire, les gens de qualité, si on veut, comme une sorte d'exode des cerveaux puis des talents se projettent dans le virtuel parce que c'est mieux, ben en fait, les gens qui restent sont pour s'occuper d'eux, en fait, prendre soin d'eux, pendant qu'ils sont dans le monde virtuel, ben les gens qui prennent soin d'eux, ben ils se retrouvent à ramasser les pots cassés. Donc oui, on peut faire plein de parallèles, comme tu dis, avec la loi sur les Indiens ou avec la manière d'infantiliser les membres de la société, de les prendre par la main à l'extrême, tu sais. Puis en même temps, toutes les injustices et les inégalités sont un peu exprimées comme ça, tu sais. Parce qu'il y a déjà tellement d'injustices dans notre monde, tu sais. C'est juste que nous, c'est comme si nous, dans notre société occidentale, on était dans le monde du rêve parce qu'on vit sur du temps emprunté, tu sais, on pollue énormément, puis on consomme énormément, puis pendant ce temps-là, tout ce qu'on jette se ramasse où? Ben, c'est les pays pauvres maintenant que l'eau monte, puis c'est des réfugiés climatiques, puis voilà, tu sais, fait que je pense que c'est ce que j'ai écrit de plus sombre, mais en même temps, c'était ça la commande, donc j'ai pas mis beaucoup de lumière dans cette nouvelle-là. J'ai essayé d'être plus lumineuse un peu dans Aquarium, tu sais, mais en même temps, moi, j'ai très peu... comment dire, j'ai très peu foi en l'humanité. Tu sais, je pense que l'humanité a ses qualités, puis a sa beauté intrinsèque, mais pas plus que tout le reste. Tu sais, je pense qu'on est juste une partie du cosmique. Là. Ça a l'air vraiment flyé ce que je dis, mais dans le sens où tu sais, notre histoire est récente, puis je pense qu'on va s'auto-annihiler bientôt. Tu sais, donc, on va être juste une sorte de battement de paupières sur le grand cycle de notre système solaire ou de notre galaxie. Là. Donc, je m'en fais pas trop avec le sort de la race humaine. Tant pis pour nous. Tu sais. Voilà. Oui. Ouais. Je pense que c'est une des dernières phases de Triste Tropique. Hein? Quand la Terre continuera ses circonvolutions, si futile circonvolution sans nous. Quelque voilà. chose comme ça. Mais d'ici là, il y a quelque chose de particulier aussi et qui est certainement hors du commun, c'est que Julie, tu n'as jamais cherché. Est-ce que je vois ton éditeur, c'est l'instant même. Hein? Oui. Tu es vraiment chez un éditeur qui publie en général des publications de langue française sans appartenances définies autres que la qualité littéraire, la fiction, alors donc, pour un auteur autochtone, est-ce que c'est important comme ça d'être dans un autre rivière que le courant, je dirais, dominant chez les autochtones, d'aller chez Anénorak ou chez Mémoire d'Encrier, qui est pratiquement devenu un éditeur autochtone de facto? Ben, en fait, c'est même pas une réflexion si profonde. Malheureusement, pour ça, je dois plaider l'ignorance parce que quand j'ai terminé mon premier manuscrit, je cherchais vraiment un éditeur qui publiait, comment dire, je cherchais une écurie pour ce que j'allais publier, tu sais. Et un de mes auteurs préférés au Québec, c'est François Blais. Et un autre de mes amis, mes amis ont beaucoup d'importance dans mon cheminement, il m'a dit, si l'instant même a compris l'humour de François Blais, ils vont probablement comprendre ce que tu essaies de faire, toi, avec tes textes et avec ton type d'humour. Donc, c'est sous les conseils d'un ami que j'ai envoyé ça à l'instant même. Et c'est après que j'ai découvert qu'il y avait comment dire, qu'il y avait des maisons d'édition plus spécialisées, si on veut, dans la publication d'œuvres autochtones, qui se consacraient à ça, puis qui donnaient une visibilité aux auteurs des Premières Nations. Donc, c'est après que je l'ai découvert, puis
je suis presque soulagée de l'avoir découvert après, parce que ça n'a pas donné lieu à toute une réflexion idéologique ou comment dire, identitaire, à savoir si j'allais publier avec un éditeur généraliste ou un éditeur spécialisé en voix des Premières Nations. Donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à l'instant même. C'est beaucoup moins intellectualisé que ce qu'on pense comme mot littéraire, si on veut. Ouais. Mais aussi, ça m'ouvre la porte à l'autre question que je veux poser à Rodney. Je voudrais que parce que, bon, je ne dirais pas que tu as bifurqué, mais tu as embrassé plus large que le champ premier de Mémoire d'Encrier pour devenir un des premiers, hein, c'était avant que ce soit la mode, un des premiers qui a commencé à publier des auteurs autochtones. Et même, je devrais dire, les autrices autochtones, puisque c'est, si je ne me trompe, la poésie Nous que tu as d'abord mis en valeur et qui a rayonné de façon instantanée en passant par chez vous. Et j'aimerais que tu nous racontes cette histoire-là, parce qu'aujourd'hui, si je tombe sur le site de Mémoire d'Encrier, les titres autochtones, il y en a beaucoup, ou reliés au monde autochtone, hein, comme les mémoires autobiographiques de José Maillot, un texte formidable là, que tu as publié. Merci André. En fait, pour moi, éditer veut dire créer de l'audace. En fait, aller là où les gens n'ont pas été, ne pas marcher sur les sentiers battus, ne pas refaire les mêmes choses. Et quand je suis arrivé ici, je viens d'Haïti, j'ai étudié à l'Université Laval, donc il y a toujours dans mon imaginaire un manque. C'est que j'ai cru pendant quelque temps qu'il fallait même habiter le plateau Mont-Royal pour devenir écrivain. Et c'est comme si c'était une littérature, il fallait, tu vois, les écrivains, c'est comme s'ils mangeaient la même nourriture, ils étaient comme cousins, cousines, c'était pratiquement les mêmes choses. Pour moi, je disais qu'il y avait une espèce de consanguinité qui était très, très difficile à assumer. Moi, je viens d'un milieu, je dirais, très humble. C'est des gens qu'on exclut souvent. Quand je regarde un espace, quel que soit l'espace, je dis, mais pourquoi il n'y a pas de Noirs, pourquoi il n'y a pas d'Autochtones, pourquoi il n'y a pas d'anglophones, pourquoi? Souvent, je vais dans des espaces et je vois qu'il y a 100 personnes qui parlent, c'est 100 hommes, j'ai dit, mais où sont les femmes? Quand je vois c'est des hommes blancs, ou bien j'ai dit, mais où sont les Noirs, où sont les Autochtones, où sont les jaunes, où sont etc. Pourquoi ils ne participent pas au débat? Parce que ce que je défends, en fait, je combats l'entre-soi. Parce que souvent, c'est très facile d'être entre nous et penser qu'on parle du monde. Et quand j'ai étudié à l'Université Laval, et puis c'était très dur parce qu'on présentait le monde en deux solitudes. On présentait le Canada, le Québec en deux solitudes. C'est-à-dire, on m'a fait étudier dans un livre, c'était en maîtrise, Les deux solitudes, un roman fabuleux, c'est comme si, dans la représentation qu'on s'était faite, il y avait d'une part les anglophones et d'autre part les Canadiens français. C'était même pas les Québécois, c'était les Canadiens français. Et c'est-à-dire, j'ai dit, mais tout ce qu'il y a autour, il y a tellement d'angles morts, j'ai dit, où sont-ils? Et en lisant, je suis un grand lecteur aussi, et j'ai découvert un mot de Darwish, le poète palestinien, qui disait « Aucun peuple n'est plus petit que son pays ». Et ça me faisait voir combien de peuples qu'on exclut dans le monde. Quand on parle de courants dominants, les courants dominants ne font que dominer, c'est-à-dire en mangeant les petits poissons, en faisant en sorte qu'ils n'existent pas. Et quand je commençais Mémoire d'Encrier, j'ai dit « Je vais donner la voix ». Et pas à ceux qui n'ont pas de voix, aux voix qui ne sont pas écoutées. C'était vraiment comme aux voix de ma grand-mère, aux voix. Mais quand je présente les livres, je ne vais pas dire à Julie, voilà un petit livre d'un petit Haïtien. J'ai dit, voilà Jacques Roumain, c'est un grand livre. Voilà Daverty, c'est un poète fabuleux. Si vous n'avez pas lu ça à Julie, vous allez mourir. Voilà tel livre, voilà, etc. Parce que
Et je suis conscient d'une chose, c'est que nous avons vécu dans notre chair, nous avons vécu la violence du regard. Nous avons vécu l'indignité. Donc, nous avons besoin de dignité. Donc, quand je vais au salon du livre, et la première fois, quand je présentais Mémoire d'Encrier, on allait me mettre au sous-sol. J'ai dit non, non, je vis, ma condition d'existence, c'est déjà dans un sous-sol. J'ai besoin d'un espace, d'un grand espace, complètement mégalomane. J'ai besoin, et j'ai vraiment pris un grand espace. Parce que si on va au sous-sol, on ne nous voit pas. Et pour finir, André, ma technique, elle est simple. Il n'y a pas de centre dans le monde. Le centre, c'est où on en est. On peut décider ce matin que on peut décider aujourd'hui que Julie soit l'écrivaine, la romancière que tout le monde doit lire. Et puis, on la met au centre. Donc, il n'y a pas de centre et de périphérie. Donc, je dis souvent, le centre, c'est là où je suis. Et quand je publie Natacha Canapé-Fontaine, Joséphine Bacon, n'importe qui que je publie, je la mets au centre en disant, faites attention, mettez ça pour moi dans la lumière. Je vais vers les libraires pour dire, c'est pas une petite littérature, c'est une grande littérature, c'est l'avenir de la littérature au Canada et au Québec. Et je pense que ça a fonctionné, ce langage, parce qu'il faut, c'est pas parce que les gens sont dans des réserves pour mettre les livres dans des réserves. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça, je pense qu'on commence à découvrir. Et c'est pourquoi, André, comme tu dis, et comme par exemple l'initiative de Louis Carl, l'initiative des écrivains de Wendake, de mettre en place quelque chose comme un salon du livre, c'est formidable. Pas pour eux, pour le Québec. Pour le Canada, c'est formidable. Ça veut dire que ces gens-là sont en train de participer à l'histoire de la littérature. Et on a regardé ces dernières années, ces 12 derniers mois, on a vu dans les palmarès, ce qu'on a vu, on n'a jamais vu, c'est Michel Jean. Dans tous les palmarès, c'est-à-dire c'est Coucoune, il y a de nouveaux mots qui rentrent, c'est la grand-mère, une nouvelle histoire. On avait vu avec Naomi, on voit avec Julie, et je pense qu'il y a, la littérature québécoise et canadienne devient plus forte parce qu'il y a un salon du livre des Premières Nations, parce qu'il y a des auteurs de Premières Nations qui irriguent ce qu'on a appelé traditionnellement la littérature québécoise, la littérature canadienne. Oui, d'ailleurs, je pense que bientôt le mot coucoum va se retrouver dans le Robert, hein, grâce aux auteurs autochtones. Et écoute, j'écoute parler, puis ça m'a rappelé une image qui, à l'époque, m'avait frappé. Il y avait eu une excellente série, une très longue entrevue autobiographique avec Aznavour, et qui était faite en France. Et l'animatrice, enfin, celle qui l'interviewait, lui dit à propos d'un spectacle à New York, elle dit ça devait être quelque chose pour vous, le petit Arménien, d'être à côté de Frank Sinatra et de Barbara Streisand, ces grandes vedettes mondiales au Carnegie Hall. Il répond, vous savez, le petit Arménien, le petit Italien et la petite Juive étaient très heureux d'être ensemble dans cette grande salle. Alors, voilà comment il avait resitué justement le propos. Et donc, on a maintenant, pour parler du grand petit salon du livre des Premières Nations, Louis Carl. Alors, peux-tu nous parler de l'historique de ce salon du livre et de l'importance aussi qu'il a prise? Oui, quoi tout le monde. Écoutez, moi, j'applaudissais là, en coulisses là, quand j'écoutais René. Écoutez, il a tout à fait raison. Ici, on parle d'historique du salon. Moi, je pense qu'à la base, c'est ça, l'idée. Quand on a commencé ce salon-là, c'était, et puis même avant, hein, parce qu'on a déjà parlé ensemble sur vos ondes du SILAF, qui a été en 2008, hein, qui a été comme le précurseur du Salon du livre des Premières Nations. Et l'idée, c'est exactement ce que René dit, en fait. C'était de mettre nos littératures au centre, de ne pas être la périphérie ou la note en bas de page dans l'histoire littéraire de quelqu'un d'autre. Donc, c'était de mettre le spotlight sur les auteurs autochtones, sur leurs œuvres, sur leurs univers,
Et trop souvent, on me pose encore la question aujourd'hui dans les médias, pourquoi faire un salon autochtone? Pourquoi pas se joindre au Salon de Québec, de Montréal? Bien sûr, on est ouvert à faire des collaborations, mais on ne dit pas au Salon du livre de Montréal, pourquoi tu fais un salon de littérature québécoise? Pourquoi tu ne joins pas à celui de Toronto ou à la foire de Francfort à place? Alors, pourquoi on dit ça au niveau des Premières Nations? Tu sais, c'est une insulte à quelque part de penser que... Et ça fonctionne, je pense. Et l'idée, c'était justement de mettre le spotlight sur nos auteurs. Et moi, avec mes amis des maisons d'édition, bien sûr, avec René, avec Stéphane Cormier chez Prise de Parole, avec Daniel Sioui chez Anénorac, avec d'autres, on est toujours à l'affût. Par exemple, il y a quelques années, Julie, qui est avec nous, on a vu que ça passait à Kurt Ness. Hey, Kurt Ness, ça vient de m'acheter, je suis pas mal sûr. On va vérifier, tu sais. Puis, je l'ai retrouvé, Julie. Son livre venait de sortir. Ça n'avait pas été annoncé, tu sais, vraiment. Et je l'ai joint. Ça te tente-tu? Elle dit, bah, elle est embarquée tout de suite. Et tout de suite, son livre avec quelques mois, je pense. Je pense qu'il y avait 1 mois, son livre. Tout de suite, on l'a mis à l'avant-plan, puis dire, voyez, regardez, c'est nouveau, c'est rafraîchissant, c'est l'histoire d'une jeune tueuse en série, ça ne s'est pas vu en littérature autochtone. Et donc, ça, c'est notre mandat, de mettre vraiment de donner le temps aux gens, une opportunité et une visibilité dans les médias. Chaque année, moi, je prends du temps à faire des entrevues à Radio-Canada Alberta, au Radio-Canada Côte-Nord, des fois 2 jours avant l'événement. Je le sais bien qu'il n'y a personne qui va prendre son billet d'avion de Calgary pour venir au salon le lendemain. Pour moi, ce n'est pas ça l'important, c'est que c'est un moment fort dans l'année. À chaque année, en novembre, il y a cette répétition-là où on engage le monde médiatique, on donne une visibilité globale. Alors, moi, si ça fait 20 nouvelles ventes de Joséphine Bacon ou de Naomi Fontaine en Alberta, ben les gens en parlent, ça rentre dans les écoles, ça rentre dans les universités. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est de créer. On a créé un espace entièrement dédié aux littératures autochtones, à leurs auteurs et aux éditeurs qui les publient. Alors ça, je t'arrête, Louis-Carl, là, c'est exactement le moment où tu dois nous dire où, quand, et nous inviter tous à se joindre à vous au prochain Salon du livre des Premières Nations à Wendake. Ben, en fait, c'est à Québec, hein, je précise, c'est pas à Wendake, c'est à Québec depuis plusieurs années. On a déménagé à Québec parce que pour avoir un plus grand public, en fait, c'était plus facile, le transport en commun, etc. Donc, ça commence demain, jeudi, avec la soirée d'ouverture, demain soir, dès 20h. D'ailleurs, on a 4 spectacles extraordinaires cette année. Ça commence demain soir avec le spectacle d'ouverture, mis en scène par Yves Sioui-Durand, avec les univers de Jocelyn Sioui, Daryl J. McLeod, Shane Michael et Maya Cousineau-Mullen à 20h demain soir. Il faut préacheter les billets sur le point de vente, bien sûr. Ça s'appelle Les oranges sont rouges, en référence à Gauvreau. On a aussi... on a 4 spectacles à la salle multi. Donc, malheureusement, demain soir, pas demain soir, mais vendredi soir, c'est complet. Je suis une maudite sauvagesse, samedi soir, c'est complet. Mais il nous reste un super bingo littéraire ce dimanche, en 5 à 7 cette fois-là, la formule. Et c'est toujours à la salle multi. Sinon, pour le cœur du salon, encore cette année, c'est ce vendredi, samedi et dimanche. L'espace salon, c'est au Marine Center, au centre-ville de Québec. On va avoir les éditeurs de présent, dont Mémoire d'Encrier. On va avoir les séances de dédicaces aussi les 3 jours. Et on va avoir une superbe exposition, le LEG, exposition littéraire et visuelle d'anticipation autochtone, auquel Julie a participé d'ailleurs. L'autre côté de la rue, Dauphine, la Maison de la littérature. Et là, on a pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, des entrevues, des tables rondes avec une pléiade d'auteurs, une pléiade de sujets, allant du théâtre à la poésie, à l'anticipation. On a des belles rencontres. Janet Rogers sera avec nous, Daryl McLeod, Joséphine Bacon et bien d'autres. Au Marine Center, l'espace salon, c'est en accès libre, pas besoin de réserver.
Par contre, pour les tables rondes et les discussions à la Maison de la littérature, il faut réserver votre place. Et bon, il y a aussi le passeport sanitaire là, pour rentrer évidemment à la Maison de la littérature et au spectacle. Et tout ça, vous allez retrouver ça sur la page web de Kwayatonk, littératureautochtone.com. Vous appuyez sur Édition 2021 et vous allez avoir le calendrier des activités et chacun des liens pour pouvoir réserver votre place. Parfait. Alors, via littératureautochtone.com, nous donnons rendez-vous sur la rue Dauphine à Québec, des deux côtés de la rue. On ne se gêne pas, on prend tout l'espace. Et puis, je pense que c'est le moment de nous dire au revoir, parce que Alexandre et moi avons, et vous aussi sûrement, un agenda bien chargé. Alors, merci d'avoir été là. Ouais. C'est jusqu'au maintenant. Alors, Alexandre, le mot de la fin, mais ce sera, tu pourras parler en Atikamekw, mais tu ne pourras pas nous dire ce que ça veut dire. Keshkominat, ça c'est mon mot préféré. Fait qu'on se voit la prochaine. J'ai laissé le lien du Salon du Livre dans le chat, fait qu'on vous allez pouvoir y accéder et regarder la programmation. Donc, on va se voir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut.